Facebook a gagné, plus de 500 en l'espace, d'1 an et demi. Et évidemment, ce qu'on se dit, c'est voilà, c'était facile, il fallait acheter là et il fallait même pas vendre encore, puisqu'on peut encore conserver le titre éventuellement. Mais au-delà de cela, de ce discours-là, de se dire voilà, c'était simple, c'était évident si vous voulez que à 150 ou à 100 Facebook, Meta, était une opportunité. C'est toujours l'idée de se dire qu'il va y avoir plusieurs profils en bourse et beaucoup de personnes, en fait, vont craquer et très souvent vont craquer au pire moment, juste avant que le titre se retourne. Ensuite, il faut bien se dire que c'est exceptionnel quand vous avez des titres qui chutent et qui remontent aussi rapidement que ça. C'est plus dans le côté exceptionnel et non pas dans la norme. Normalement, jusqu'à il y a encore, quelques années, les tendances, si vous voulez, même haussières, mettaient très longtemps à se mettre en place. C'était pas, quelque chose qui prenait, d'abord une vue linéaire et ensuite exponentielle. Donc on va reprendre le graphique de Meta parce que je trouve que c'est assez intéressant. Parce qu'en gros, vous allez avoir toujours plusieurs profils en bourse et pour moi, il y a très peu de personnes qui sont capables réellement de faire, du mode Warren Buffett, si vous voulez, ou d'être dans l'accumulation à la baisse pour ensuite voir le titre se retourner, conserver, pendant des mois, voire des années pour ensuite sortir une perf à 500. Évidemment, il y en a, tant mieux, mais c'est une minorité de gens et surtout, c'est toujours une question de quelle est votre taille de portefeuille? Quelle est votre taille de portefeuille et combien vous avez mis sur cette position-là? Parce que plus votre portefeuille est important et plus vous mettez 2 ou 3 vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus facile de conserver les actions et plus votre taille de capital en bourse et également un pourcentage faible par rapport au reste de votre vie. Parce que ce qu'on se dit peu, et j'en ferai une vidéo également, c'est qu'on reproche souvent à des gens, si vous voulez, de sous-performer par rapport à des trackers ou par rapport à quelque chose indiciel. Donc, on va reprocher aux gérants de sous-performer, on va reprocher aux fonds de pension de sous-performer, on va reprocher à des personnes lambda de sous-performer parce qu'ils ont essayé de sélectionner les meilleures actions, et cetera et finalement un ETF aurait mieux fait. Mais ce qu'il faut se dire, c'est voilà, quel est l'objectif que l'on recherche? Et pourquoi les gens vendent, si vous voulez, au pire moment? C'est pas parce qu'ils ont peur, de tout perdre, c'est pas parce qu'ils ont peur, si vous voulez et à un moment donné, ils peuvent plus subir la perte. Il y a une part de ça. Mais il y a surtout le fait qu'en règle générale, quand les actions sont au plus bas, vous êtes aussi, vous, au plus bas. Potentiellement, vous perdez votre job, vous avez des demandes de liquidité, vous devez vivre, donc vous devez vendre à un moment donné par obligation et ça se fait toujours évidemment au pire moment et ça, on l'oublie. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, on oublie très souvent que les gens ne vendent pas au pire moment parce qu'ils sont complètement débiles, mais parce que très souvent, ils ont pas le choix. Parce qu'à un moment donné, il faut bien vivre et en règle générale, comme disait Chirac, hein: «Les emmerdes, ça vole en escadrille» et à un moment donné, vous êtes obligé de sortir au pire moment parce que, bah, vous avez besoin de liquidités et si vous avez toutes vos liquidités, et votre patrimoine qui est en bourse ou dans l'immobilier et à un moment donné, vous êtes obligé de vendre un petit peu les bijoux de famille pour pouvoir sortir de quoi bouffer. Donc, quand je regarde mon graphique de Meta, si vous voulez, on va retrouver beaucoup de personnes qui disent: «Bah, moi, Meta, quand c'était à 300 c'était pas cher. C'est descendu à 200 c'était encore moins cher, donc j'accumule. C'est descendu à 150, encore moins cher, donc je continue d'accumuler, ainsi de suite. Jusqu'à on est arrivé à peu près dans les 90 80-90 et là, on se dit: «Ouais, je continue d'accumuler». Et là, on a eu le rebond. Alors tant mieux, parce que en fait, si vous voulez, c'est le biais du survivant, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est qu'on se dit: «Ben voilà, vous voyez bien que si vous voulez, la stratégie d'acheter des valeurs de qualité et de continuer à les accumuler plus elles baissent, ça fonctionne parce qu'in fine, je m'en ressors peut-être avec plus 300, plus 400 sur mon accumulation». Et en plus, comme j'ai accumulé comme un gros goré, ça a fini cette position, ça a fini certainement par être une grosse position de mon portefeuille. Et après, j'ai eu la mentalité de conserver. Mais on va le voir, c'est loin d'être simple parce que la majorité des gens, quand ils accumulent comme ça en mode détresse, en mode espoir, si jamais la valeur méta avait continué de baisser, parce qu'à l'époque, hein, on s'inquiétait des investissements dans le métaverse notamment, et on se disait que Zuckerberg avait perdu la tête, qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir et qu'il allait couler la boîte. On en était là. Alors on pouvait le croire, on ne pouvait pas le croire, peu importe, mais c'est une valeur qui était passée de plus de 500 à 80 en l'espace en une année.
Donc là aussi, si vous voulez, il faut pouvoir avoir le cran de tenir et on ne peut tenir que parce qu'on a une taille de position qui est adaptée et une taille de portefeuille qui est également adaptée à notre façon de vivre. C'est-à-dire que dès que votre portefeuille va être trop gros par rapport à votre patrimoine, eh bien forcément, les fluctuations de celui-ci peuvent vous impacter psychologiquement et vous faire vendre au pire moment. Et donc là, l'idée, c'est voilà, on va avoir 2 types finalement d'investisseurs qui vont investir pour les mêmes raisons en se disant: «Meta, c'est pas cher et plus ça baisse, moins c'est cher et plus c'est intéressant». Sauf que le premier, si vous voulez, va être dans la capacité de conserver et aujourd'hui de fanfaronner et de vous dire qu'il est à plus 300 ou plus 400 sur Meta et que c'était évident. Et le deuxième, il a très certainement vendu sur le rebond de Meta pour s'en sortir. Parce qu'en fait, il a souffert pendant des mois. Il a eu de la moins-value latente à -30, -40, -50 éventuellement sur une position qu'il n'a pas arrêté d'accumuler et donc qui a été une grosse position. Psychologiquement, dès que Meta a rebondi, il a probablement vendu en petite perte ou en léger gain, mais il a loupé tout le reste parce qu'il n'est pas rentré sur le titre. Et je vous dis souvent, l'erreur, c'est pas de vendre, l'erreur, c'est de pas re-rentrer. Et donc, une majorité d'investisseurs vont être poussés par faire cette accumulation à la baisse. Mais une minorité d'investisseurs seulement ont la psychologie, la taille de portefeuille, la taille de position qui vont leur permettre de tenir la position dans le temps. La majorité la vendront et la vendront mal parce qu'ils auront souffert pendant de nombreux mois d'une moins-value latente trop importante pour eux, pour leur psychologie, ce qui fait qu'au moindre rebond, ils auront vendu et ensuite ils seront frustrés. Et in fine, ils n'apprendront pas la leçon parce que la fois d'après, ils continueront de faire cette accumulation. Et à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y aura une fois où l'action ne remontera pas, et ne remontera jamais, et ça sera le piège et ira éventuellement à la faillite. Et ils auront continué d'accumuler et une seule position trucidera complètement toute leur performance. Donc, il y a une autre manière, si vous voulez, de pouvoir entrer en position et de se mettre bien. C'est éventuellement de se dire: «Oui, c'est pas cher», mais dès que ça passe en dessous de votre plan, c'est de faire un plan et dès que ça passe en dessous de votre prix, c'est de vendre et de re-rentrer et ainsi de suite. Ce n'est pas d'acheter et ensuite d'accumuler à la baisse au fur et à mesure où ça baisse. Ça va marcher quelquefois, mais il suffira d'une fois où ça ne fonctionne pas et ça vous trucidera votre performance pendant des années. Il faut, en fait, toujours être dans l'idée, c'est que soit je veux payer un prix que je considère pas cher d'un point de vue fondamental, mais je veux me mettre un plan et des repères qui, en dessous de tel prix, font que je sors, quitte à en revenir plus tard si j'ai un nouveau signal ou que j'arrive sur un niveau de prix que je trouve intéressant à nouveau. Et ainsi de suite. Ce qui fait que quand le marché va réellement se retourner, j'ai pas une position démesurée et je suis pas en moins-value latente de moins 30%. J'ai fait certes éventuellement des allers-retours qui sont perdants, mais à chaque fois sur des petites pertes. Ce qui fait que quand je vais finir par avoir raison, le gain que je vais me procurer et la facilité de suivre le trend et cette position-là, sans avoir un bagage psychologique déjà antérieur, va faire que je gagnerai beaucoup plus que ce que j'ai perdu en faisant des allers-retours. Ou alors je peux avoir une approche qui est plus moindre risque, qui est de me dire: «J'attends d'avoir le signal de retournement». Ce qui peut être difficile, c'est que des fois les retournements, si vous voulez, sont construits dans le temps, donc on a le temps de se positionner, d'accumuler et des fois le marché se retourne très vivacement et va se retourner comme sur Meta, on l'a vu, en l'espace de quelques semaines, vous étiez passé de 90 à 120-130. Ce qui fait que beaucoup de personnes, si vous voulez, c'est comme Nvidia, c'est comme énormément de ces valeurs technologiques. Beaucoup de personnes se sont dit: «Je vais rentrer sur une consolidation». La consolidation n'a jamais eu lieu. Et en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est que, en gros, ces titres-là qui se retournent un petit peu, tout seuls rapidement, ils créent tout un tas de frustrations chez les investisseurs qui sont obligés de courir après le papier parce qu'ils se disent: «Bah, moi, je rentrerai sous consolidation, la consolidation n'arrive pas» et donc en fait, à un moment donné, ça crée une frustration et les gens finissent par payer. Et plus il y a des gens qui finissent par payer et moins vous avez votre consolidation qui arrive et plus le titre continue d'évoluer et donc, comme un rouleau compresseur, de convaincre de plus en plus de gens qui sont sur le bas-côté à attendre la consolidation que non, il faut rentrer. Et donc c'est ça qui crée en fait les mouvements qui sont finalement qui deviennent ensuite exponentiels. Et là, l'idée,
C'est ce que je vous ai mis en vert. En gros, vous avez tout le temps des points d'achat ou des points d'accumulation sur des mouvements où la seule consolidation que vous avez eue, c'est des consolidations à plat. Ça encore, c'est pas la norme, hein, on est dans l'exceptionnel. Mais il faut bien intégrer ça parce que c'est ce qui crée les frustrations et c'est ce qui crée la psychologie des foules. Et c'est ce qui crée, vous voyez, des mouvements qui sont pas irrationnels en tant que tels. On avait bien un retournement des fondamentaux sur Meta, mais qui vont renforcer les mouvements qui sont des mouvements, si vous voulez, où on va avoir l'impression que, c'est soit ça baisse en ligne droite, soit ça monte en ligne droite. Mais ça, c'est pas la norme, encore une fois. Mais voilà, ça arrive et vous avez des performances comme ça de 500 qui peuvent être faites, en l'espace de quelques mois. Mais l'investisseur qui est capable de tenir la position, finalement, la majorité des investisseurs qui seront capables de tenir la position et de tirer le maximum d'une position, comme l'exemple ici de Meta, c'est finalement pas les investisseurs qui achètent un prix bas et qui vont l'accumuler. Eux, ils vont souffrir et la majorité d'entre eux lâcheront bien avant de pouvoir faire les 500 de perf. Ce sont ceux qui vont essayer de ne pas acheter parce que le prix est bas, mais qui vont essayer d'acheter quand le prix se met à remonter et que j'ai un repère qui a été donné. C'est-à-dire que quand j'ai mon rebond, j'ai un repère de support qui a été donné et je vais acheter en fait toutes les cassures finalement de résistance et je vais accumuler dans des consolidations à plat et ainsi de suite. Parce que tout de suite, je me mets dans les meilleures dispositions. Psychologiquement, je suis en gain. Psychologiquement, je suis capable donc de tenir plus facilement cette position. C'est ça qui est important. C'est de la psychologie, c'est de se mettre parce que moi, je sais très bien que je ne sais pas tenir les positions, en baisse. Je ne sais pas les tenir. Chez moi, je ne sais pas le faire. Il y a d'autres personnes qui savent le faire, tant mieux et ça marche pour eux, tant mieux, qu'ils continuent à faire ce qui marche pour eux. Mais l'idée, c'est que je pense que la majorité des investisseurs ne savent pas faire et savent pas tenir une position en moins-value d'attente de moins 30, moins 40 qui continuent à accumuler et donc qui en plus devient une position de plus en plus grosse à moins 30 ou moins 40. Moi, je préfère accumuler mes positions quand je suis en gain, quand je suis à l'aise. Je deviens agressif quand je suis déjà sur une base de gain. Un matelas de sécurité, un matelas de gain. Et à partir de ce moment-là, je peux être agressif et je peux plus facilement tenir mes positions. Et je pense que la majorité des investisseurs sont dans cette psychologie-là et donc ont tout intérêt, si vous voulez, à se mettre dans ces dispositions-là. Et ces dispositions-là, c'est d'acheter un titre qui grimpe, qui monte. C'est pas d'acheter un titre qui est en baisse et qui fait le nouveau plus bas, même si on peut considérer que c'est pas cher et que c'est une opportunité d'un point de vue fondamental. C'est ça, si vous voulez, surtout que pour moi, le plus important. Parce que si on fait ça, oui, on aura certainement de très bonnes perfs, mais si on regarde, on se rendra compte qu'on est aussi capable de vendre très rapidement parce qu'on a peur de reperdre les gains, parce qu'on vient de X mois d'attente, de souffrance, de moins-value latente. Donc on se met dans de meilleures dispositions en achetant quand on est déjà dans la bonne tendance, quand on est dans le momentum. On se mettra toujours dans des meilleures conditions psychologiques de pouvoir tenir les positions et donc de pouvoir certainement gagner plus aussi. Et comme je vous ai dit, tout ça revient aussi à savoir tailler correctement les positions à l'intérieur d'un portefeuille, mais également tailler la taille de votre portefeuille par rapport à votre vie, par rapport à vos dépenses. Parce que les coups durs, ça peut arriver. Le marché peut se mettre à baisser, vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez avoir des contraintes des dépenses familiales que vous n'aviez pas prévues ou qui en plus sont en augmentation. Bref, les emmerdes peuvent arriver tout en même temps. Et à partir de ce moment-là, ça peut vous pousser à devoir vendre des actions que vous ne voulez pas vendre au pire moment, parce que tout sera au plus bas. Et c'est ça qui vous fait acter finalement des moins-values importantes. Pas parce que vous auriez vendu, parce que vous êtes faible psychologiquement, mais parce qu'à un moment donné, il faut trouver du cash. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver chez les grandes banques. Et c'est ce qui crée également la prophétie autoréalisatrice lorsqu'on a des marchés baissiers. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, le marché il baisse pas parce que, tout le monde va faire faillite et tout le monde va mourir et donc c'est là où on crée des opportunités parce qu'on baisse plus que ce qu'on devrait d'un point de vue rationnel et fondamental, mais on baisse parce qu'on est obligé de vendre, parce qu'on a besoin de liquidité. Les clients d'une banque cherchent, à un moment donné, si vous voulez, vont vous demander, de retirer de l'argent. Les clients d'un fonds de gestion vont également vouloir vendre des parts parce qu'ils ont besoin de l'argent et ça peut mettre donc tous ces gérants, toutes ces banques, s'ils n'ont pas suffisamment de liquidité de côté, dans une obligation de vendre eux-mêmes et de vendre des actions. Pas parce qu'ils ont envie, pas parce qu'il faut, mais parce qu'ils doivent et à ce moment-là, c'est une pression vendeuse supplémentaire qui se met en place
C'est ça la logique qu'il faut comprendre aussi, c'est au-delà de la macroéconomique, de la macroéconomie, des fondamentaux, c'est que vous allez toujours avoir des raisons techniques qu'un marché monte ou qu'un marché baisse pour une question de flux. Et donc ça, il faut également pas l'oublier. Et à notre échelle à nous, c'est à nous également de bien équilibrer ce qu'on met en bourse, ce qu'on met en immobilier, ce qu'on a en liquidité de côté pour les coups durs, et cetera. Et en fonction de l'accumulation des emmerdes, essayer d'avoir plus de liquidité pour éviter d'être obligé de vendre pire moment. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu dans cette vidéo, c'est d'approcher aussi, la bourse d'un point de vue psychologie, d'un point de vue de votre psychologie et tout ça évidemment, c'est pas gravé dans le marbre, ça évolue dans le temps parce que nos vies évoluent, nos besoins financiers évoluent, et donc il faut faire évoluer également la part, de ce que l'on a en bourse et ce que l'on a en immobilier, en obligations, peu importe et en liquidité. Il faut le faire évoluer au travers de sa vie également. Et ça, c'est pour moi, si vous voulez, quand vous allez faire vos tests là, qu'on fait tous les tests dans les assurances vie, les trucs et machins, d'aversion au risque, pour pouvoir trouver votre pondération, ça, il y a rien de plus pourri que ça, si vous voulez, parce que c'est, c'est quelque chose qui doit être individualisé et qui doit rentrer dans le détail et surtout qui évolue avec le temps. Et si vous voulez, tout le monde est capable de mettre beaucoup en bourse et beaucoup sur le même ETF quand tout va bien. Mais quand vous commencez à perdre votre emploi, que vous devez quand même nourrir votre famille, que vous avez un certain nombre de dépenses, toutes les emmerdes arrivent en même temps, bah, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que votre aversion au risque n'est pas du tout la même. Et vous allez prendre peur et vous allez avoir besoin de liquidité et vous allez vendre au pire moment. Et vous allez prendre les pires décisions à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer, quand tout allait bien. Mais ce qu'il faut, c'est un petit peu se mettre toujours dans des stress tests et se dire: «OK, s'il y a ça qui va mal, s'il y a ça qui va mal, s'il y a ça qui va mal, quelles sont mes probabilités que ça aille mal tout en même temps? Et du coup, dans quelle galère ça me met?» Et donc il faut que j'ai quand même une préparation par rapport à ça pour éviter de me pousser à vendre mes actifs au pire moment, le jour où j'ai malheureusement une loi de Murphy qui s'abat sur moi. Essayez de réfléchir à ça, parce que pour moi, c'est un autre élément de la bourse qui est très important et auquel on ne pense pas quand tous les marchés sont haussiers et que tout va bien évidemment et on ne se rend pas compte du risque en fait et des risques que l'on prend, quand tout va bien. Donc essayez de réfléchir à ça et vous vous rendrez compte que vous êtes en train de prendre plus de risques que ce que vous pensez et donc là, vous pouvez éventuellement bouger le curseur pour éviter de vous mettre dans des situations qui ne sont pas tenables psychologiquement et financièrement parlant par la suite et qui font prendre les plus terribles décisions, que l'on puisse prendre et qui nous font prendre du retard ensuite sur nos performances pendant des années. J'y reviendrai dans une vidéo parce que c'est toujours la même chose quand on vous dit, tel mec, tel gérant bat pas le marché. Est-ce que c'est vraiment un objectif de battre le marché? Est-ce que ça doit vraiment être un objectif pour vous? Est-ce et c'est ça aussi qui est important. En fonction de notre âge, on n'a pas les mêmes objectifs et Hem, l'objectif ne doit jamais être de battre le marché. L'objectif doit être essentiellement de battre l'inflation et ensuite de faire en sorte d'utiliser les outils qui vous permettent d'atteindre vos objectifs personnels financiers à vous et ça, c'est chacun qui doit y répondre. Donc dites-moi dans les commentaires, voilà, si cette vidéo vous aide un petit peu à peut-être vous poser ces questions-là et du coup, dans les commentaires, posez votre réflexion par écrit. Utilisez les commentaires pour poser cette réflexion par écrit. Vous verrez, il faut le poser par écrit. C'est ça qui nous permet un petit peu de réaliser, certaines choses que l'on ne réalise pas tant que les marchés sont haussiers. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.